Tandem TV, bonsoir et bienvenue pour un nouvel opus de notre émission À tout cœur. Ce soir, nous allons parler de l'association NECBA et pour ce faire, je reçois le directeur général de l'association, Eliav Gessman, et Déborah Seban, la responsable des relations avec les partenaires francophones de l'association. Bonsoir Eliav, bonsoir Déborah. Bonsoir Aurore. Merci d'être venu jusqu'à nous. Eliav, je sais que tu viens de loin de Be'er-Sheva et Déborah de Jérusalem. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est NECBA ? Alors, tout d'abord, NECBA, c'est des maisons qui accueillent des enfants et adolescents 5 jours par semaine après l'école et qui a pour but de combler l'écart culturel et social des jeunes issus de milieux défavorisés. Alors, comment est né NECBA ? Pour qui ? Pourquoi et par qui ? Alors, NECBA, c'est une belle histoire qui met en valeur l'immigration française en Israël et les Juifs du monde entier, puisqu'il s'agit de 3 nouveaux immigrants arrivés en Israël qui se sont installés, tout s'est bien passé, et ils se rendent compte que les différences sociales dans lesquelles naissent et évoluent les enfants vont influencer considérablement sur la chance de réussite dans la vie, et donc ils se sont fixés de travailler sous 3 angles. Le côté éducatif, social et affectif. Et ils vont s'asseoir et penser à une structure qui rallierait les services sociaux et les services éducatifs sous un même toit. Et c'est là que donc ils vont décider de créer NECBA pour casser le cycle de la détresse dans lequel les enfants vivent et pour leur donner le maximum d'opportunités pour réussir dans la vie. Et en 2006, en partenariat avec l'association française Cigogne, qui était présidée par Philippe Créange, et cette association qui est spécialisée dans l'enfance, on va ouvrir la première maison NECBA à Be'er-Sheva. Et donc pourquoi NECBA ? Puisque NECBA, c'est vers le sud, en hébreu, vers le Negev. Et donc voilà, comme ça qu'on a ouvert notre première maison. Et puis avec le temps, ça va faire maintenant 16 ans que NECBA a été créé. Aujourd'hui, nous comptons 250 enfants et adolescents dans l'association, à Be'er-Sheva et à Jérusalem. Donc 9 maisons dispatchées entre les 2 villes et 16 groupes. Alors, comment fonctionne une maison ? Quel est l'intérêt de ces maisons ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qui, comment ? Une maison type de NECBA, c'est donc un endroit très chaleureux où les enfants sont accueillis juste après l'école. Les enfants arrivent et reçoivent en général un repas chaud et équilibré. C'est souvent d'ailleurs le seul repas de la journée que les enfants reçoivent. Et on profite de ce moment-là aussi pour leur apprendre à mettre la table, à débarrasser, à manger tous ensemble, proprement, de discuter de façon complètement informelle. C'est un moment très, très, très important chez NECBA. Ensuite, il arrive le temps d'études dans le centre d'études de NECBA, qui est divisé en plusieurs pôles. On divise chaque groupe en 3 petits groupes et chacun va s'occuper parallèlement en fait pour avoir plus d'attention et chacun une activité différente. Chaque groupe une activité différente. Exactement. Donc il y a un groupe qui va s'asseoir autour des devoirs et du rattrapage scolaire, ce qui est quand même une chose très 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 importante dans ce milieu d'enfants. Ensuite il y a l'apprentissage par les ordinateurs. C'est surtout pour l'anglais et les mathématiques. Il y a un système d'évolution, ça veut dire que chaque enfant évolue à son rythme. Et il y a les animateurs derrière qui voient exactement où ils en sont et on peut aussi vérifier le suivi de chaque enfant de façon très 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 simple. Et il y a le 3e groupe s'occupe de l'apprentissage informel, c'est-à-dire l'apprentissage par les jeux où on développe beaucoup la logique, la stratégie, la réflexion. Et pour nous c'est très très important, aussi important que l'école. Après, il y a une petite pause à l'extérieur. C'est très important que les enfants sortent aussi dans les jeux à l'extérieur des cours ou des jardins. Ça dépend des maisons. Et tout ça, bien sûr, est encadré par les animateurs puisque c'est très important que les choses soient bien cadrées. Ensuite, il y a les activités manuelles et sportives. Et là, c'est plus pour souder le groupe, puisque c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est souvent des choses, des activités manuelles où chacun peut faire sortir ce qu'il sait faire ou ce qu'il aime faire. Et il y a cette dynamique de groupe qui est aussi très, très importante. Cette année, d'ailleurs, on a lancé un grand projet sur l'écologie et sur l'environnement. Donc, beaucoup d'activités, que ce soit des activités manuelles, sportives, culturelles, tournent autour de ce très gros projet. Et la dernière chose de la journée, c'est chaque jour, en fait, on garde un enfant en tête-à-tête
C'est un petit moment privilégié entre l'animateur et l'enfant. Alors parfois c'est pour renforcer l'enfant dans une certaine matière où il a besoin, où il a des difficultés. Ou des fois c'est justement de faire un petit jeu, essayer de parler avec lui et d'essayer de sortir de ce quotidien difficile, et surtout avant qu'il rentre chez lui et retrouver les difficultés qu'il a dans sa maison. Donc en fait, cette aide, elle n'est pas générale comme à l'école ou comme dans un centre d'études. Comment ça se matérialise encore plus que par les... J'imagine que pour pouvoir faire du cas par cas comme vous nous en parlez, ça se matérialise comment concrètement? Que par les petites réunions en fin de journée avec chaque enfant? Alors, d'abord, on a un travail de groupe qui est fait, mais on a aussi effectivement du cas par cas. Et alors, comment ça se crée? Le matin, quand l'équipe pédagogique arrive au travail, eh bien, ils vont s'asseoir pour créer un programme personnalisé conçu justement par les assistants sociaux avec l'équipe pédagogique pour pouvoir donner un vrai but à chaque enfant et une vraie méthode de travail aux équipes éducatives qui vont travailler avec l'enfant. Le système spécifique de NECBA, et ça c'est vraiment le modèle qui a été créé par NECBA, c'est un modèle, on l'imagine comme un triangle. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir l'école, et qui pour nous, c'est évident qu'on ne peut pas créer un changement chez l'enfant si on ignore les autres moments de la journée où il se trouve. Et donc, la plupart de la journée, il est à l'école. Donc c'est très important, et là, on fait énormément de travail pour garder un contact journalier avec les professeurs, et on les invite aussi 3 fois par an pour faire des réunions pédagogiques, des réunions de suivi scolaire et social à NECBA, où on invite l'école, les assistants sociaux de la famille, nos assistants sociaux, nos équipes éducatives, et là on parle de chaque enfant pour vraiment suivre l'enfant et voir où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut donner une meilleure méthode de travail. Donc ça, c'est par rapport à l'école. Au niveau de l'autre côté du triangle, on retrouve les parents. Donc les parents, finalement, ils ont un contrat avec nous et ils sont engagés à venir participer à des ateliers parents-enfants, puisqu'encore une fois, on estime qu'on ne peut pas ignorer le fait que l'enfant, après son passage à NECBA en après-midi, eh bien, il rentre à la maison. Et forcément, ces mêmes parents ont besoin aussi de ces outils éducatifs pour pouvoir faire face à l'adolescence, ou peu importe quel âge, à la maison. Et donc, on a des ateliers éducatifs parents-enfants, et on a aussi des ateliers que pour les parents, pour leur donner les outils nécessaires. Et puis en bas, on a NECBA, en bas de notre triangle imaginaire. On a NECBA, on demande une assiduité journalière des enfants, puisqu'on estime qu'un enfant qui vient une fois par mois, on n'arrivera pas à faire un vrai changement. Et puis, on a l'enfant qui est au centre de ce triangle. Et l'idée, c'est qu'on est obligé de travailler avec chaque côté de ce triangle-là pour pouvoir vraiment faire évoluer cet enfant. Les parents, les enfants, ils sont contents de participer à NECBA? Ils sont contents de faire partie de ce projet? Alors, on a des très bons retours, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on reçoit les enfants, mais finalement, on aide les familles. Et on va peut-être en parler plus tard, mais on prend en compte toutes les personnes qui rencontrent ce même enfant durant sa vie. Et donc, on va essayer d'accompagner l'enfant, mais on accompagne aussi toutes les personnes qui l'encadrent et qui l'entourent, même en dehors de NECBA. Alors, qui sont ces gens qui aident les enfants à progresser? C'est qui les gens qui font NECBA? Alors, on a beaucoup de personnes qui travaillent chez nous, et pour cause que les fondateurs de NECBA pensaient que peut-être qu'il faut s'occuper moins d'enfants, mais au moins être sûr qu'on donne le plus possible à ces enfants-là. Puisqu'encore une fois, l'idée n'est pas de faire de la garderie en après-midi pour que les parents puissent aller travailler. L'idée est vraiment de créer un changement social, un changement éducatif, un changement culturel. Et pour ce faire, il faut absolument y mettre les moyens. Et donc, on a plusieurs types de personnes qui travaillent dans l'association. On a des filles, des jeunes filles qui sont dans le service civil. On a chez Route Léomy. Voilà, chez Route Léomy. On a des professionnels de l'éducation. On a des professeurs qui sont spécialisés dans l'acquisition de la lecture et de l'écriture et qui viennent nous rejoindre dans les centres d'études dont Déborah a parlé tout à l'heure. On a énormément de staff, dont les assistants sociaux, dont une personne qui est responsable justement, qui est directrice des centres d'études, une personne qui est directeur des activités d'enrichissement. Et toutes ces belles personnes-là sont là autour de ces enfants-là.
Et il ne faut surtout pas oublier les volontaires. On a énormément de bénévoles qui viennent. Alors ça peut être une école de préparation militaire qui vient 2 fois par semaine, ça peut être une yeshiva qui vient aussi 2 fois par semaine. On a énormément de bénévoles. Et là, c'est peut-être le moment de rappeler aussi nos partenaires bénévoles de France, comme par exemple la colonie Moadone, les enfants eux-mêmes ont réussi à récolter des fonds pour créer un terrain de foot dans une des maisons de Negba. Et ça, en fait, on peut voir aussi que même les jeunes du monde entier peuvent porter l'aide et aider Negba à réussir sa mission. Alors, vous nous en avez parlé en expliquant la journée type. Et quand on a préparé l'émission, Eliav, tu me disais que l'aide n'est pas que scolaire, c'est quelque chose auquel vous tenez particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux autres projets qui encadrent les enfants? Alors évidemment, l'aide n'est pas que scolaire. Et il faut surtout se rappeler que même quand on parle de l'aide scolaire, par exemple, ou des cours de rattrapage, on parle finalement, c'est pas de s'asseoir et de faire des exercices avec les enfants, des exercices de maths ou d'anglais. C'est au contraire leur donner les outils pour réussir ces exercices-là. C'est pas la même chose, parce que si je m'assois avec un enfant et qu'on fait un exercice de maths, bon, bah, il l'aura fait, c'est bien. Qu'est-ce qui se passera le lendemain? L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur donner, on a le temps en après-midi de s'asseoir avec eux. C'est pas comme dans une classe où il y a beaucoup d'enfants et un professeur. On a le temps de s'asseoir en après-midi avec eux pour vraiment travailler des méthodes de travail pour réussir dans les études. Donc on a ce côté-là et on a aussi évidemment des activités pour développer la confiance en soi. On a des activités d'épanouissement social, des activités de groupe, des excursions. On a aussi des activités pour découvrir le monde culturel que des jeunes issus de ces quartiers-là jamais n'auront l'occasion de rencontrer, comme par exemple aller au théâtre, aller faire un atelier de photographie ou aller à des concerts. Nos enfants, ils ont entendu pendant toute l'année dernière, malheureusement ça a été stoppé à cause de la corona, mais ils ont entendu toute l'année dernière du Beethoven, du Mozart, et c'est des choses finalement que les enfants n'ont pas forcément accès s'ils restent dans leur quartier et n'arrivent pas à Negba. D'ailleurs, j'ai eu la chance de venir vous rendre visite à Be'er-Sheva et le jour où je suis venue, il y avait donc des enfants qui jouaient aux cartes avec un encadrant. C'était très, enfin, on sentait qu'ils étaient très heureux d'être là. Alors, tu nous en as parlé. Comment ça s'est passé justement le corona à Negba? Comment vous avez réussi à maintenir votre aide aux enfants? Alors, c'était une période, c'est toujours une période assez compliquée. Mais elle était d'autant plus compliquée quand la pandémie a commencé, puisque personne ne connaissait vraiment ce virus. Et puis, tout le monde était un peu angoissé. Et donc, le gouvernement israélien a décidé de fermer toutes les structures, que ce soit les structures scolaires ou les structures en après-midi, puisqu'on disait qu'il ne fallait pas, justement, rencontrer personne. Il fallait rester seul, voilà, chacun chez soi. Et puis, donc, ça a commencé vraiment juste avant Pessah. Et 2 semaines après, le gouvernement israélien a compris que justement les populations avec lesquelles on travaille ne peuvent pas rester à la maison. Pour différentes raisons, ça peut être des raisons de violence à la maison, ça peut être des raisons de nutrition à la maison. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces enfants-là ne peuvent pas rester à la maison. Et donc 2 semaines après le début du premier confinement, l'État d'Israël nous a demandé de réouvrir, les services sociaux nous ont demandé de réouvrir toutes les structures Negba pour accueillir les enfants. Alors évidemment, ça se fait en collaboration étroite avec le ministère de la Santé. Donc, on a acheté de l'alcool gel, on a amené des masques et on a respecté les distances de sécurité. Et puis, il fallait aussi, et c'est ça qui était aussi important, apprendre à nos enfants, à nos jeunes, de respecter ces règles d'hygiène qu'ils ne reçoivent pas forcément à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui était évident. Et donc, on a créé vraiment... On a dû être en fait très dynamique et se recréer pour cette période-là. Et donc, par exemple, on a distribué des ordinateurs pour les enfants, parce que c'est pas évident que les enfants à la maison ont des ordinateurs pour faire un Zoom avec l'école, etc. Surtout donc dans les milieux des pauvres. On a dû distribuer les ordinateurs de l'association pour qu'ils puissent s'asseoir à la maison. Et pas que ça, il y en a qui n'ont pas aussi Internet à la maison. Donc, on a ouvert nos locaux le matin aux enfants, puisqu'il n'y a plus école, donc on peut ouvrir le matin, pour les inviter à venir faire un Zoom avec leur école
avec leurs professeurs. Et c'était accompagné de nos éducateurs pour les aider à ouvrir le Zoom, parce que c'est quelque chose qu'ils n'y avaient pas accès juste avant. Donc on a acheté des caméras, on a tout acheté pour pouvoir leur donner vraiment cette possibilité de continuer le suivi scolaire. Et il faut comprendre que nos enfants, justement, à cause de cet écart qu'il y a la différence qu'il y a entre eux et d'autres quartiers ou d'autres populations dans d'autres villes, eh ben, ils ont encore plus besoin justement de cette école-là. Donc l'écart se grandit quand on a ce genre de situation. Donc on a tout fait pour continuer à les rencontrer. On était en contact téléphonique journalier avec les familles et nous-mêmes, nous prévenions les services sociaux quand par exemple un frigidaire ne marchait pas à la maison ou quand par exemple il y avait des problèmes de violence à la maison. On a aussi, pour les enfants confinés, créé des kits d'activités que notre équipe éducative leur a amenés jusqu'à la maison et comme ça on a pu interagir avec eux via des kits d'activités et continuer tout le temps les activités d'enrichissement pour les sortir un peu de cette situation qui était compliquée à la maison avec tous les frères et sœurs, etc. Et de deux, de continuer le travail avec les enfants coûte que coûte. Et c'est ce qu'on fait aussi, par exemple, on parle du sud de Beersheba, c'est ce qu'on fait aussi quand on a une guerre avec Gaza. On a pris l'habitude maintenant de travailler aussi à distance. Negba n'arrête jamais, peu importe la situation sanitaire ou sécuritaire. Alors, tu nous en parles donc là, ce qui s'est passé avec le corona, les projets affluent, il faut faire face à la réalité du terrain, ça demande de développer les projets, de développer les besoins, faut faire face à tout ça. Comment est-ce que vous financez vos projets et pour pouvoir les mener à bien ? Il faut savoir d'abord que Negba reçoit un financement du gouvernement à hauteur de 35 à 40% depuis le début. Parce que pour nous, il a été impératif de faire ce travail en collaboration avec les ministères, comme l'a dit Eliav, le ministère de l'Éducation, les ministères des Affaires sociales. Donc il y a des budgets qui arrivent d'une façon ou d'une autre. Mais c'était hors de question que ce soit une association 100% dons. Évidemment, la plus grosse partie des financements, c'est des dons privés et des dons de fondations. Parmi ces dons privés, 60% de ces dons viennent de France, par le biais de l'Association des Cigognes, qui est notre partenaire historique. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier sa présidente, Nathalie Ross, pour leur soutien. Et vraiment, on avance vraiment main dans la main avec eux. Donc voilà, maintenant, comme tu disais, Aurore, nos projets grandissent, ça évolue, on se met toujours à la page, on essaye d'avancer énormément. D'ailleurs, on a un gala qui se prépare à Paris le 6 avril prochain. Très bientôt, les informations seront disponibles sur les réseaux sociaux. Et sur notre site. Et sur votre site. Voilà, donc il faut savoir que les dons à Negba sont déductibles des impôts en Israël, en France, aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Donc vous pouvez, où que vous soyez, vous pouvez soutenir notre action. Alors comment on fait pour donner à Negba ? Où on va, à qui on s'adresse, sur quel support alors, exactement. Alors déjà, toutes les informations sur notre site, www.negba.org, en 3 langues, en français, en hébreu et en anglais. Donc c'est assez vaste. En Israël, puisqu'on est ici, on peut faire son don par virement, par PayPal et par Bit au numéro qui va s'afficher. Voilà. Pour finir, je voudrais juste dire quelque chose de très sympa qui vient de nous arriver. Il y a un organisme en Israël qui s'appelle Igul Letova, qui récupère en fait les arrondis de nos cartes bleues. Ça veut dire quand on fait un achat à 75 shekels 85, c'est 15 petits agourotes pour arriver au shekel du dessus. On peut l'offrir en don, en fait. Comment ça marche ? Voilà, c'est à la caisse du supermarché, il faut avoir une application. Voilà, justement, il faut aller sur notre site aussi, negba.org/igul, I-G-U-L, qui sera peut-être aussi... Oui, ça va s'afficher aussi. Voilà. Et on clique, on met juste son nom, son prénom, sa théodazot, et juste les 4 derniers chiffres de la carte bleue. On ne demande pas du tout le numéro entier. Et à partir du moment où vous avez cliqué sur ça, et à la fin du mois,
Et ça vous coûte 3-4 shekels finalement, parce que c'est vraiment des petits agourottes. Ces dons-là reviennent à Negba en tant que dons. C'est toutes les dépenses qu'on fait ou et si vous avez 3 cartes bleues, vous pouvez faire sur vos 3 cartes bleues. Moi, ça fait déjà plus d'1 an que je le fais et franchement, on ne le sent pas du tout. Et de savoir qu'avec ces petits agourottes, on fait des dons, c'est juste quelque chose c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, donc je vous invite tous à cliquer sur ce petit lien et de nous offrir vos 3-4 petits shekels à la fin du mois. Parce que grâce à ça, en plus, si on est décidé. Bien sûr, et puis si vous et ça c'est juste Igoul les Tova. Après, je vous invite à cliquer sur le site et à devenir partenaire. À venir nous visiter à Be'er Sheva et surtout, voilà, venez à nous visiter à Be'er Sheva, à Jérusalem. On se fera un plaisir de vous accueillir, de vous montrer, parce que quand on voit les choses, on voit les enfants, on voit les sourires. Quand on a préparé l'émission, j'ai dit on fait un petit rendez-vous téléphonique, une à Jérusalem, l'autre à Be'er Sheva, moi à Ranana. Et on m'a dit on ne peut pas parler de cette association sans venir nous voir. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allée jusqu'à Be'er Sheva et j'ai rencontré donc Eliav et tous les enfants qui adhèrent à ce magnifique projet. Et franchement, on n'a pas l'impression du tout que ces enfants sont dans le besoin. Ils sont heureux d'être là. On a l'impression d'être dans une colonie de vacances. C'est très agréable, c'est très bon enfant. Tout le monde est heureux. Les encadrants, les enfants. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, je voulais vous dire merci beaucoup, Eliav et Déborah, d'être venus pour de nous avoir fait découvrir cette association magnifique pour laquelle vous œuvrez tous les jours. Je vous souhaite de réussir tous les projets qui se présenteront à vous, d'avoir beaucoup de fonds pour les mener à bien, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère qu'on se retrouve très prochainement pour mettre encore en avant d'autres acteurs du Chesed en Israël. Et je vous dis à très bientôt sur Tandem TV. Bonsoir, merci à tous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.